Bonjour à tous, bienvenue au troisième podcast Bulletin sportif. On est déjà rendu là, ça avance vite la saison. Les différents calendriers de sport en barque commencent. On a déjà beaucoup d'actions et évidemment, on va continuer de suivre ça. Au menu aujourd'hui, évidemment, retour sur les matchs de la fin de semaine au football universitaire. On a eu du spectacle en masse. Football collégial avec Chris Bemba et l'entrevue de la semaine, Émilie Lucier, hockeyeuse des Highlanders de John Abbott. Émilie Lucier qui était recrue l'année dernière et qui a été la meilleure conteuse de la Ligue. Et évidemment, les Highlanders de John Abbott, pour ceux qui suivent ça, ont été championnes québécoises. Donc, on a un gros menu, du bon menu et surtout, ça va être beaucoup plus court que les dernières fois, ceux qui nous l'ont fait remarquer. On le savait que ce serait un peu plus long. On a mis la table sur les saisons de football universitaire collégial dans les 2 premières semaines. Donc, des shows très garnis, beaucoup de stock et évidemment beaucoup de temps. Et là, on va réduire ça. Vous allez voir, maintenant, on va être plus concis. Donc, plus facile pour vous de regarder le podcast et de l'écouter dans un temps qui est plus raisonnable. Alors, avant d'aller rejoindre Jason Bryan Jean-Baptiste pour le volet football universitaire, les nouvelles de la semaine un peu partout. Début de saison au hockey collégial féminin. 2 victoires chacune pour Champlain-Lennoxville et John Abbott. Les performances mentionnées. 3 buts, 2 passes pour Gabrielle Santerre contre Édouard Montpetit. Elle a rajouté 2 autres passes contre Dawson. Donc déjà 3 buts, 4 passes en 2 matchs. Un départ fracassant pour Gabrielle. Et aussi à noter les 2 buts et une passe d'Émilie Lucier contre Saint-Laurent. Je vous rappelle, Émilie, on l'aura en entrevue plus tard. Soccer masculin collégial. 4 buts de Brendan Dilena de John Abbott dans un match nul de 5-5 contre Trois-Rivières vendredi dernier. Et j'aimerais aussi mentionner la performance de 3 buts de Siméon Lalonde de Champlain-Saint-Lambert contre John Abbott dimanche. Au golf, oui, on a du golf universitaire, ceux qui ne savaient pas. Le premier tournoi de la saison avait lieu au club de golf de Milby. Je tiens à mentionner la performance extraordinaire de David Toedel du Rouge et Or de l'Université Laval. David a terminé avec un pointage de -7. Ses 2 dernières rondes ont été des rondes de 69 à chaque fois. Il a gagné par 7 coups le premier tournoi de la saison. Et au niveau par équipe, Laval en avant par 7 chez les femmes et par 26 chez les hommes. Donc, le Rouge et Or de l'Université Laval qui commence en grande force cette saison. Rugby féminin. Rugby aussi, on en parle très peu du rugby, mais il faut suivre ça. On a des équipes assez intéressantes. Donc, au rugby, on a Carleton, Laval, Ottawa et Bishops qui ont gagné leur match respectivement contre Sherbrooke, Montréal, Concordia et McGill. Fait à noter, les 4 équipes qui ont gagné, si on additionne leur pointage face aux équipes, évidemment, qu'elles ont battues, c'est une domination de 234 à 13. 234 à 13. Est-ce qu'on peut penser qu'on a 4 équipes très, très fortes, 4 équipes moins fortes au niveau du rugby féminin? Il y a fort à croire que oui. Je veux mentionner au niveau individuel Maya Adai de Carleton qui a inscrit 7 essais dans la victoire de 72-7 contre Sherbrooke. Soccer féminin universitaire. Très grosse victoire. On avait un match Laval contre Montréal. On sait que c'est les 2 équipes finalistes de l'année passée. Montréal avait une saison parfaite avant la finale où elles ont finalement dû s'incliner face à Laval. Laval a gagné 1-0 dans ce premier duel entre les deux grandes équipes québécoises du soccer. 1-0 pour Laval, donc. Et au soccer masculin, juste mentionné, match nul de 2-2 entre Laval et Montréal. Encore une fois, les 2 équipes qui étaient premières au classement l'année passée. Et victoire de 4-1 que je tiens à mentionner de l'UQTR contre Sherbrooke. 3 buts de Gabriel Balbinotti. Alors voilà, c'était les pointages, les matchs et les performances individuelles les plus marquantes de la dernière semaine. Et sans plus tarder, je vous amène à la section sport, en fait pas sport, football universitaire avec Jason Bryan Jean-Baptiste. On va revoir les matchs, faire le tour des matchs qu'on a eu en fin de semaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un très gros spectacle de l'action en masse. Les fans en ont eu amplement à se mettre sous la dent.
Salut Jason. Salut Phil. Alors, notre fin de semaine de football universitaire de passé, ça va vite. On a eu droit à du beau football, mais surtout des spectacles super intéressants. Concordia, Sherbrooke et Laval à McGill. Donc, on va tout de suite tomber dans le vif du sujet avec Concordia à Sherbrooke. Un match qu'on attendait parce qu'il y a tout le temps quelque chose de spécial entre ces deux équipes-là. Puis dans l'aspect spécial, on a été servi en fin de semaine. Définitivement, honnêtement, c'était une très belle fin de semaine, comme tu as dit. Puis on a eu des matchs assez fascinants. On va rentrer avec Concordia-Sherbrooke pour commencer. Honnêtement, Concordia-Sherbrooke, c'est probablement un des matchs les plus déconcertants que j'ai vus. C'était le fun, mais c'était vraiment étrange. Premier quart, on parle d'un quart où c'est quasiment rien passé. Concordia finit par mener 5-0 grâce à un field goal, puis un safety, si je me souviens bien. Puis, c'est vraiment un match où tu sens que ça va être défensif. Puis ensuite, dès le deuxième quart, Concordia arrive, puis on commence à voir le Concordia de l'an dernier avec une offense explosive. Jalen Greaves qui attrape 2 passes de toucher contestées. Vraiment, l'attaque a un rythme, tout va bien. Du côté de Sherbrooke, on sent qu'ils ont un peu plus de la difficulté à trouver un rythme dans leur match offensif avec Zachary Cloutier. À la fin du deuxième quart, si je me souviens, Zachary Cloutier, il se blesse à la cheville. Et le troisième quart commence et c'est Charles Picard, un ancien de l'Anaudière qui prend le relais et le match change complètement. Honnêtement, je pense que la différence au troisième quart de 1, ça a été les unités spéciales. Les unités spéciales de Sherbrooke ont dominé ce match à partir de ce moment-là. Ils ont extrêmement bien exécuté, vraiment chapeau à eux. Puis pour moi, ça a vraiment été une réflexion de l'équipe au complet. Je pense qu'ils sont rentrés dans une mentalité de on ne va pas abandonner, c'est notre match et on va prendre le contrôle. Puis toute l'équipe a adopté cette attitude-là, puis on l'a vraiment ressenti dès le troisième quart. Ils ont vraiment écrasé Concordia. Ils ont vraiment pris le contrôle. Ensuite, du côté offensif, le jeu à la course, Sherbrooke a terminé avec 147 verges. 147 verges totales à la course. Ils ont continué de bouger les chaînes, vraiment dominer, puis ils ont juste écrasé Concordia, honnêtement. Et par la suite, Concordia, de leur côté, on sentait qu'ils étaient un peu perdus. Défensivement, beaucoup de difficultés à stopper la course. Offensivement, ils sont revenus comme au premier quart, puis ça ressemblait vraiment au match contre les Carabins où de la difficulté à trouver un rythme, de la difficulté à trouver des zones de confort en zone profonde dans le terrain. Vraiment, c'était vraiment assez surprenant. Puis à la fin du quatrième quart, Sherbrooke a juste pris le dessus. Ils ont vraiment juste saisi leurs opportunités. Ils ont vraiment bien exécuté. Ils ont continué de super bien exécuter au niveau des unités spéciales. Puis à la fin, ils ont sorti gagnants. Puis vraiment, félicitations à eux. Très beau comeback. Absolument. Comme tu l'expliquais, Concordia qui mène 19-0, que ce match-là dans les poches en réalité, là, dans le sens où ils ont un contrôle complet, puis arrive le troisième quart, puis c'est cette façon dont ils ont, on dirait, arrêté d'avoir leur identité, ou en tout cas, je ne sais pas s'ils ont arrêté d'avoir leur identité. C'est Sherbrooke qui a réagi, mais en tout cas, en termes de momentum, c'était assez clair que Sherbrooke est rentré là. Quand le nouveau carrière est rentré, Charles Picard, le chapeau à lui, vraiment, il a amené un enthousiasme. Puis c'est pas que Zach Cloutier faisait si mal, il a fait 12 en 16. Il n'y avait pas beaucoup de verges, il a accumulé, mais bon, il faisait ce qu'il avait à faire. On a senti que Charles Picard amenait l'équipe ailleurs. Puis ça a dérangé Concordia visiblement. Concordia, pas Concordia, mais Sherbrooke s'est mis à courir, puis être efficace, comme tu dis, on ramassait des verges. C'est une affaire qui arrive à faire comme personne, sauf contre Concordia, on dirait. L'année passée, c'était la même chose quand Sherbrooke a eu de la misère toute l'année à courir, puis ont réussi à le faire quand c'était dans les matchs contre Concordia. Ils ont cette recette-là, visiblement. Ils ont réussi à le faire. Fait que ça a tout changé parce qu'ils ont pris. Tu sais, c'est pas des gros jeux par-dessus gros jeux, là. C'est vraiment reprendre le contrôle du match. Puis c'est ça qui est arrivé en deuxième demi. Écoute, Concordia a joué un match correct là, contre Montréal. La première semaine, ça finit 26-18. Tu dis, ils ont été dans le match et tout, même si je pense que Montréal a dominé davantage que le pointage, je le disais. Mais cette semaine, avait le match dans les mains en première demi. Cette deuxième demi-là, je suis curieux de savoir quel impact ça va avoir.
pour les prochains matchs puis leur préparation, à quel point ça va leur jouer dans la tête. Il va falloir qu'ils fassent ça et qu'ils recommencent parce que si Concordia veut se positionner comme l'équipe la mieux placée, si on veut, pour brasser Laval et Montréal, ça ne peut pas arriver si souvent. Il va falloir qu'ils se relèvent vite là, parce que la compétition est forte. Définitivement, puis je pense qu'ils se sont tirés dans le pied tout le match. Et ce qui va être à voir, c'est est-ce que, pour moi, c'est surtout au niveau offensif, est-ce qu'on peut revoir l'équipe de Concordia qui a fait qu'Olivier Roy, ça a été le joueur par excellence l'an dernier. Est-ce qu'on peut voir cette offensive-là collectivement? Et on a vu des très belles affaires avec notamment Jalen Greaves. Jalen Greaves s'est très bien repris de son match un peu plus difficile avec contre les Carabins. Là, la question, ça va être, est-ce que offensivement, on peut retrouver un rythme? Puis est-ce que défensivement, est-ce qu'on peut stopper la course? Parce que là, ça fait 2 semaines de suite qu'on laisse des plus de 100 verges à l'adversaire. Est-ce qu'on est capable de garder un rythme défensif? Est-ce qu'on est capable de faire les stops dans les moments clés? Ça va vraiment quelque chose à suivre. Mais je pense que Concordia va beaucoup apprendre de ce match-là. Puis ça va être intéressant de voir, comme tu as dit, comment ils vont être capables de remonter sur une pente montante. Exact. Puis, tu sais, il faut quand même lever notre chapeau à Sherbrooke qui, contre Laval la semaine précédente, en deuxième demi, a trouvé le moyen d'être très, très solide puis de couper, dans le fond, l'attaque de Laval. A coupé l'attaque de Concordia cette semaine. Si Sherbrooke est capable d'avoir des meilleures premières demi, mieux partir ses matchs, ils démontrent quelque chose, ils sont solides. Défensivement, ils font des bonnes choses. Si en attaque, ils arrivent à trouver un rythme, c'est pas facile. Là. Il leur manque leurs 2 premiers receveurs de passe réguliers. Là, ils sont rendus déjà à leur 3e quart arrière. Ils ont 2 matchs de jouer. Donc, c'est normal probablement qu'en attaque, ils aient de la misère à prendre un rythme. Mais s'ils arrivent à le faire, avec la défense qui est aussi efficace actuellement, le front défensif, ils n'ont pas de blessés dans ce moment. C'est les bons joueurs qui sont aux bonnes places actuellement. Sherbrooke, tant qu'ils sont capables de garder leurs meilleurs joueurs sur le terrain, ils sont capables de compétitionner contre n'importe qui. C'est une belle équipe qui est souvent, très, très souvent placée comme négligée. Fait qu'il va falloir les regarder et les avoir à l'œil. Définitivement. Jason, l'autre match, Laval contre McGill. On a vu l'arrivée, l'entrée en scène du joueur par excellence collégial D1 l'année passée, Éloi Latendresse Régimbal, qui a fait une entrée fracassante malgré la défaite des Redbirds. Définitivement. Éloi, pour moi, ça a été mon coup de cœur de la semaine. Je l'ai trouvé exceptionnel. Honnêtement, Kevin Mittal, ça a été le joueur du match avec 4 passes de toucher attrapées. Vraiment, sa rapidité, sa physicalité sur le terrain, Kevin Mittal, est exceptionnelle. Puis on peut notamment souligner le travail d'Arnaud Desjardins aussi au poste de carrière qui a vraiment juste su distribuer le ballon puis toujours trouvé Mittal dans les bons moments. Mais pour moi, le joueur du match, c'est Éloi. Pour moi, personnellement, Éloi, ce qu'il a fait, jouer dans ces circonstances-là aussi difficiles, être capable de lancer la balle vraiment dans comme on dit, des tight windows, vraiment profondément, toujours, et en plus de courir, puis de toujours capitaliser sur ses opportunités. Puis, il a toujours su trouver William Langlais, le tight end, l'ailier rapproché de McGill. Il y a aussi eu Simmons, le receveur Simmons, qui a aussi trouvé beaucoup de fois à plusieurs opportunités dans le match. Mais sinon, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, honnêtement, McGill m'a vraiment impressionné, mais Éloi, vraiment, j'ai vraiment trouvé ça remarquable pour le reste. C'était vraiment spectaculaire, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite des choses. Ah, absolument, absolument. En fait, tu l'as dit un peu dans le sens où Mittal a été probablement le gars, le joueur du match parce que 8 catchs, 134 verges, 4 touchés, c'est une machine, Kevin Mittal. Ouais, on dirait que on est plus surpris de voir ça, même si ces chiffres-là sont extraordinaires. On le sait que Mittal, c'est le gars qui va dominer les matchs. Mais voir Éloi Latendresse Régimbal faire ce qu'il a fait, lancer pour 381 verges, courir pour 138 à son premier match. En fait, c'est pas tant Éloi Latendresse Régimbal a été le joueur du match comme tel parce qu'à un moment donné, tu perds le match et tout, mais c'est le gars qui a donné le spectacle. Exactement. Et c'est là que, tu sais, quand Ron Hiller disait au début de l'année, dans les textes qu'on a écrits sur le site de Bulletin sportif, toi et moi,
quand toi, tu as parlé avec Ron, j'ai écrit un bout de l'article, tu as fait l'entrevue avec Ron, quand il t'avait dit on va avoir une équipe explosive cette année, on va avoir une équipe électrisante cette année, tu sais. Et les fans vont, c'est ça qu'ils vont apprécier. Le premier match a donné une bonne indication de ça. Je ne sais pas s'ils vont gagner régulièrement, je leur souhaite, mais ils vont donner un spectacle. Définitivement. Puis je pense que c'est ça qui m'a marqué, c'était le côté spectacle. Tu sais, les courses qu'il faisait, ça a été le meilleur porteur avec 138 verges qu'il a acquis en game. Mais tu sais, ce que j'ai beaucoup aimé, tu sais, comme on a dit, tu sais, avec Will Langlais, Darius Simmons, Ben Bergeron, tu sais, j'ai trouvé en tout cas que en offensive, il y avait une belle chimie. Puis je pense aussi que ça s'est répété aussi du côté défensif. En défense, ils ont très bien joué aussi là, contre la balle. Fait que, collectivement, j'ai senti une équipe de McGill qui était énergisés qui ont fait comme OK, ben, peu importe les circonstances, on va continuer, puis ils ont donné un spectacle. Là, la question, ça va être est-ce qu'on est capable de capitaliser sur toutes nos opportunités? Ils sont à 2-3 jeux d'avoir un match de football complètement différent. Je pense notamment au troisième quart, quand Éloi fait la passe dans la zone des buts, puis qu'elle est échappée pour donner le ballon à Laval, ce genre de choses. Je pense que si on est capable de couper ce genre d'erreur, McGill, ils peuvent être vraiment intéressants. Puis je pense qu'avec tout collectivement en défense, qu'est-ce qu'ils font? Puis avec Éloi au poste de carrière, pour moi, c'est une équipe définitivement à suivre qui va vraiment bien compétitionner contre le reste de la RSEQ. Ah, puis, tu sais, encore une fois, regarde, Laval, en deuxième mi-temps, pas été capable de générer grand-chose, à part un toucher qu'ils ont réussi à faire, évidemment, encore une fois, de Kevin Mittal, tu sais, qui a coupé coupé l'élan de McGill en fin de match, mais tu l'as dit, hein, c'est quelques jeux. En fin de première demi, Laval arrive et trouve le moyen de marquer des touchés sur ses 2 dernières possessions en fin de première demi pour prendre les devants par une meilleure marge. C'était 28-10, je pense, à ce moment-là. Quand c'est 28, quand le fameux ballon échappé à la porte des buts, comme tu disais tantôt, c'est 28-17 à ce moment-là. Si on marque, c'est 28-24, tu as un autre match. Donc, tu l'as dit, McGill n'était pas loin. McGill, c'était son premier match de la saison, il faut le dire aussi. Fait que ces petites erreurs-là, ces petits moments d'inconstance-là, les autres équipes les ont peut-être eu la semaine passée. McGill, c'était à leur tour de l'avoir là. Mais ils ont ébranlé les colonnes du temple un peu en allant brasser la défensive de McGill, de Laval comme ça. Et je trouve que leur défensive a bien fait aussi. Franchement, McGill annonce depuis l'année passée, on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire mieux. On n'est pas une équipe de 1-7, là, je pense qu'ils ont fini l'année passée. On n'est pas une équipe de ça, on est une équipe de plus haut niveau que ça. Et ils sont arrivés cette année avec des changements à des positions évidemment clés, dont celle de carrière. Puis, tu sais, Éloi amène une autre dimension, mais leur défensive, tu sais, Ben Labrosse avec Tristan Fleury dans la tertiaire, tu sais, tu as là 2 joueurs très, très haut de gamme. La ligne défensive a fait du bon travail. Non, j'ai bien aimé, puis la seule chose que je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir porter le ballon avec Éloi parce que il ne peut pas avoir la charge de ça toute l'année. Il y a Elijah Williams qui était là l'année passée, qui avait fini 3e meilleur porteur de ballon de la Ligue. N'était pas habillé au premier match, mais on me dit qu'il est en super forme, qu'il va très bien, puis qu'on va le voir prochainement. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'était pas habillé, ça, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'il va revenir. Fait que si tu es capable d'avoir un élément de plus à ton jeu avec un gars comme Williams, McGill va donner des mots de tête à bien du monde, je pense. Définitivement. Là, on peut enchaîner sur les prévisions pour les prochaines semaines. Yes, absolument. Fait que le premier match, ça va être, qu'on va parler, ça va être Carabin-Laval, le premier Carabin Rouge et Or de cette saison. Toi, Phil, qu'est-ce que tu en penses? C'est le match que tout le monde attend, le premier des deux. Laval a des réponses à donner sur certains éléments. Je pense qu'ils ont une attaque inégalée dans la Ligue, dans le sens où ils ont des armes impressionnantes. On n'a pas parlé de Kalinga Muganda, mais il a fait son entrée dans le match contre McGill, excuse-moi. Puis, ça va être absolument intéressant de voir comment ils vont arriver à utiliser ça. Maintenant, est-ce que Laval va arriver à être constant
dans son mouvement puis dans son déploiement offensif. On l'a dit, là, Montréal, c'est la meilleure défensive. À mon avis, c'est la meilleure défensive au Québec, je pense. Il faut que Laval trouve une manière de faire bouger le ballon rapidement, déplacer les choses, trouver une manière de créer un peu de chaos dans la défensive des Carabins. Puis évidemment, la défensive de Laval va devoir avoir un bon travail à solutionner parce que là, tu as Bertrand Beaulieu, évidemment, qui court, qui, en tout cas dans le premier match, a trouvé le moyen de jouer son rôle de rouleau compresseur. Puis, bien évidemment, Jonathan Sénécal, c'est Jonathan Sénécal. Fait que ça va être un autre bel affrontement Montréal-Laval. Et j'ai l'impression qu'avec la quantité d'armes offensives des deux côtés, on va peut-être voir un petit peu plus de points que d'habitude, même si je sais que c'est des bonnes défensives. Là. J'ai l'impression qu'on va peut-être essayer de faire plus de jeux explosifs. Ça pourrait être spectaculaire. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est deux équipes qui sont assez équivalentes. Je pense que la défense du Rouge au niveau de la ligne défensive peut montrer plus, comme tu as dit. Mais je pense tout de même que au final, je pense que c'est deux groupes de positions des deux côtés qui s'équivalent. Pour moi, la ligne offensive de Laval, ça va être aussi un élément à suivre. C'était vraiment une unité dominante. Puis j'ai hâte de voir comment, en tout cas, la ligne défensive des Carabins vont être capables de les affronter. Sinon, niveau offensif, je pense que les Carabins, ça va être intéressant parce que j'ai trouvé qu'au dernier match, au début de match, ça a été vraiment explosif dès le départ. Puis au deuxième quart, il y a eu un petit, je dirais, ralentissement, entre guillemets. Mais par la suite, ça s'est vraiment bien repris. Fait que j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont être capables aussi de couper les pénalités des deux côtés. Oui. Au premier match, le Rougeur, beaucoup de pénalités surtout en troisième quart. Les Carabins aussi, pas mal de pénalités. Fait que je pense que le niveau de discipline, ça va être intéressant à suivre. Puis je pense que c'est ça qui va faire une des choses qui va faire la différence dans ce match-là, c'est quelle équipe va être la plus disciplinée, quelle équipe va se mettre dans les meilleures positions pour capitaliser sur ses opportunités. Excellent point, c'est vrai. Laval, ça fait 2 matchs de suite en haut de 100 verges de punition. Là. Excellent. Oui, en tout cas, regarde, tout le monde a hâte à ce match-là. Je pense que on va s'asseoir, regarder ça avec plaisir, puis en espérant avoir un bon spectacle. L'autre match en fin de semaine prochaine, en fait, qui est avant, parce que le match de Laval-Montréal, c'est samedi après-midi, mais vendredi soir, McGill et à Sherbrooke. Donc, 2 équipes qui ont montré des belles choses cette semaine, qui ont en fait créé une forme de surprise. Ça va être un beau clash là, entre deux équipes qui ont bien des choses à montrer et qui veulent vraiment se positionner comme parmi les équipes de tête. Définitivement, je pense que c'est 2 équipes qui ont montré beaucoup de caractère de façon différente. McGill, ça a été, comme on a dit, de façon électrisante, de façon spectaculaire. Puis Sherbrooke, je pense que c'est vraiment une force de caractère innée chez eux. Je pense que c'est un désir de ne pas abandonner. Là, la question, ça va être laquelle de ces équipes va être capable, je pense, de mieux commencer le match. Sherbrooke, ils ont eu de la difficulté, puis McGill aussi, je pense aussi, mais en même temps, c'était première fois qu'ils avaient une carrière partant de première année, premier match universitaire. Je pense que ça faisait aussi partie des choses qui ont fait que c'était un peu plus difficile de trouver un rythme dès le départ dans le jeu aérien, mais je pense que ça va être la question qui va mieux commencer le match, puis qui va être capable de juste être capable de dominer, surtout au niveau du jeu de la course. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Est-ce que Sherbrooke va être capable de revenir avec ce qu'ils ont fait cette semaine contre McGill? Puis je pense que la défense de McGill, de ce que j'ai vu, ils sont assez bons. Fait que je ne sais pas si Sherbrooke va être capable d'avoir le même succès. Puis du côté de McGill, offensivement, je pense que ça va être de savoir est-ce que Eloi peut capitaliser dans les jeux, dans les zones profondes contre Sherbrooke. Sherbrooke, ils ont un très bon secondaire, très bon demi-défensif. Fait que, est-ce qu'ils vont être capables de jouer là-dessus? Non, exactement. Je pense que tu résumes très bien là, les enjeux de ce match-là. Sherbrooke, comme je dis, ils partent toujours négligés, on dirait, mais ils trouvent régulièrement le moyen d'être plus efficaces qu'on pense. Puis sérieusement, j'ai très hâte de voir ce match-là aussi. Pour moi, c'est une belle fin de semaine de football, encore une fois, qui nous attend. Écoute, un gros merci, Jason. Ça a été, encore une fois, très agréable. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour jaser de foot, encore une fois. Merci à toi. Génial, merci à toi. Salut. Salut.
Salut Chris! Alors, section football collégial. Chris Bemba est avec nous pour nous parler de ça. Chris, salut, comment ça va? Très bien, toi? Très bien, merci. Quand on va parler de football collégial, il y a 30 équipes. Évidemment, on ne pourra pas faire d'analyse de 12 à 15 matchs par semaine. Notre plan de match à nous, ça va être de se trouver un match de la semaine, ou en tout cas un match qui est particulièrement marquant parce que les équipes sont bien placées au classement ou parce qu'on parle de grandes rivalités. Et ça peut être des 1, des 2 ou des 3. Donc, on va avoir un ou deux matchs comme ça par semaine. En fait, il y a 2 matchs dont on va parler, assurément. Un qui va être de la semaine, puis un autre, on va essayer d'aller filmer, on va aller se promener. Exactement, un match on va se promener qui va à Montréal, puis qu'on va essayer de filmer, faire un beau petit montage pour les 2 équipes. Mais sinon, on a notre match de la semaine, puis comme tu as dit, une deuxième game qu'on va peut-être trouver qui va être intéressante à filmer. Comme ça, on va faire 2 games à présenter lors du podcast. Là. Exact. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas des autres matchs. On va évidemment vous tenir au courant des résultats. Donc, Chris, le premier match, qui était notre match de la semaine, qu'on avait, je pense, pas le choix d'en faire un match de la semaine, Lennox au Vieux-Montréal. Lennox avait gagné 54-0 son premier match. Vieux-Montréal avait battu Vanier 29-14. Fait qu'on savait qu'on allait avoir un choc de titan. On a vu ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, pour de vrai, c'est une game qui était vraiment très intéressante. Le score final de 24-22, ça dit une game quand même assez serrée. Ce que j'ai aimé des 2 équipes, c'est qu'il y a les ajustements qui sont faits. Ça s'est joué au niveau de la défensive, au niveau de la special team aussi. C'est deux field goals ratés, un kick-off return retourné pour un TD. La défense du Vieux-Montréal, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on fait 3 revirements. Oui. Je pense que c'est ce qui a fait la différence dans le match et tout, mais je pense que c'était une game assez serrée. Puis on a vu que c'était deux très bonnes équipes là, au niveau physique. Là. Ah oui, physiquement, les 2 lignes se sont donné une bataille comme on pouvait s'y attendre. La ligne du Vieux-Montréal sur le jeu de course est dominante, la ligne offensive. La ligne défensive de Lennox m'a impressionné pour mettre de la pression sur les jeux de passe. Oui. Donc, c'était un jeu d'échecs tout le temps de voir comment on allait pouvoir faire avancer le ballon parce que non, les 2 gars, pas les 2 gars, mais les 2 groupes devaient être remplis de sacs de glace sur les épaules puis ça s'est battu fort. Exactement. Puis on aime du football comme ça. C'est comme on dit sur la ligne, c'est là que ça se passe, c'est là que ça joue. Puis je pense que des 2 côtés, ça s'est bien... les 2 équipes ont bien répondu. Mais moi, je vais juste aussi dire un petit shout-out, comme on dit, à Five, le carrière du Vieux-Montréal, qui ça est bien sorti sous la pression, bougeait bien dans la pocket, puis a lancé 2 belles passes de toucher. Justement, shout-out à Five, qui a pu bien jouer sous la pression là, de la ligne défensive de Lennox. Là. Très important. Absolument, parce que tu l'as dit, la pression était forte, puis il a trouvé le moyen de chercher et de trouver ses receveurs dans des moments vraiment clés. Mais il y a quand même un élément dans ce match-là qui, en passant, finit 24-22. On ne l'a pas mentionné, mais 24-22, Vieux-Montréal qui a gagné ce match-là. Vieux-Montréal, au début du match, trouve le moyen d'avancer, se monte une assez bonne avance, même qu'au début du 3e quart, bang, une grosse passe de toucher, 83 verges à Yann Gaspard Cernacek pour mettre ça 24-8. Et là, c'est 24-8. Tu te dis, OK, Vieux-Montréal est dans son match. Puis en plus, en première demi, tu as parlé de placements ratés. Il y a eu des placements ratés sur lesquels on n'a pas fait de points. Une fois, on a sorti le ballon. Une fois, en fait, c'était une mauvaise remise. Là, fait que c'était pas vraiment un placement. Le botteur n'a même pas eu l'occasion de botter son ballon. Tu sais, ces éléments-là, ces points-là que Lennox a laissés sur la table ont coûté cher à la fin parce que oui, c'était un 24-8. Mais après ça, Lennox annule complètement l'attaque du Vieux-Montréal. Eux trouvent le moyen d'avancer. Fait que, tu sais, c'était un match très, très, très serré, mais Lennox peut se dire, on a laissé des points sur la table, on aurait pu gagner ce match-là. Exactement. Mais c'est sûr que c'est en début de saison, mais j'ai déjà hâte à la deuxième rencontre s'ils vont s'affronter durant la saison ou durant les séries éliminatoires. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir, parce que pour moi, c'est comme un jeu d'échecs. On va voir qu'est-ce que les coachs, autant en offense, en defense, c'est quoi les ajustements qu'ils vont faire pour le prochain match. Je pense que ça va être un match assez intéressant. Puis j'ai hâte de voir aussi, au niveau des receveurs, j'ai vu au Vieux-Montréal, Abdallah Traoré qui était absent durant le match, mais il y a des receveurs qui ont step up, dont Ralph
et Yann, qui ont eu une très, 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 très grosse game. Puis je souligne aussi le bon travail du porteur de ballon du jeu Montréal, Anthony Adams. Oui. Adams, ça fait 2 matchs qui jouent quand même assez bien, j'aime ça. Puis je pense que ça s'enlève aussi du poids sur l'épaule au quart arrière 5, qui va permettre, avec le jeu de course, un mix aussi avec le jeu de passe aussi. Je pense que c'est une offense quand même assez intéressante, le Vieux-Montréal. J'ai hâte de les voir d'ici les prochaines games, là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec toutes leurs, comme on dit, leurs weapons. Ah, absolument, parce qu'ils ont beaucoup d'armes et sont très solides, tu as raison. Mm-hmm. Mais tu sais, exactement, en attaque puis en défense, il reste qu'ils ont des studs, comme on dit. Là. Un certain Mendel Joseph, je pense qu'il a allumé des lumières pour toi. Là. Mais Mendel Joseph, c'est mon favori en défense du Vieux-Montréal. Il est partout. L'énergie qu'il apporte, il avait dit aussi qu'on était passé faire une entrevue avec eux que cette année, il veut être un leader. Puis je pense qu'il le fait assez bien en montrant on the field, avec son intensité, son énergie qu'il dégage et tout. Ça aide beaucoup, je pense, ses coéquipiers. Il y a aussi Zachary Lévesque, le linebacker aussi du Vieux-Montréal, le middle linebacker qui joue du bon football ici. C'est une bonne défense physique, qui font des jeux. Ils sont capables de faire des interceptions, ils sont capables de faire des turnovers dans les moments clés. Je pense que la défense puis l'offense du Vieux-Montréal, en tout cas, c'est un bon mix. Jusqu'à maintenant, ils sont 2-0. Bon début de saison, j'ai hâte de voir la suite des choses. Là. Ah, absolument. Puis, tu sais, du côté de Lennox, faut pas oublier les 3 receveurs de passe qui ont joué un très bon match. Simon Potvin, Jérémy Saint-Onge, Nathan Lacasse. Ils ont été extrêmement solides. Ils ont aidé Mathieu Landry. Ils sont allés chercher des bonnes passes. Tu sais, bien avancer le ballon. J'ai bien aimé leur travail. Mathieu Roy, le porteur de ballon aussi, qui est toujours dangereux. Puis en défensive, moi, j'ai été très impressionné par le monstre de 6 pieds 5, 275 livres, Christophe Lévesque, 98. Là. Defensive tackle qui est capable de jouer ailier défensif aussi. Donc, ça a été... non, c'était un beau match, 2 belles équipes. Puis je serais... Tu sais, c'est 2 équipes que, comme tu as dit, ça va être intéressant de les revoir cette saison. Plus tard, probablement en éliminatoire, si ça arrive. Ça pourrait être la finale. Ça pourrait être la finale cette saison. Ouais, on regardera ça. Il reste encore quelques games à jouer. Oui aussi, mais sinon, c'est un bon début de saison. Lennox, comme j'ai dit, Lennox, pour moi, c'est pas... Oui, c'est une défaite, mais je pense que, tu sais, ils ont laissé des points. Ils ont laissé des points sur le terrain. Je pense que, tu sais... ça n'a pas été, comment dire, exemple, un massacre ou whatever. Je pense que, tu sais, ça va être une équipe qui vont être capables de se relever pour la prochaine game, puis ils vont être corrects pour le reste de la saison. J'ai hâte de voir quand ils vont se revoir durant les playoffs, là, ça va être intéressant de voir ça. Là. Bon duel. Ah, bon duel. Absolument. Tu sais, non, regarde, ces équipes-là, moi, je pense que Lennox, Limoilou et Vieux-Montréal, c'est le trio de tête cette année. C'est comme ça que ça semble se présenter. Puis, évidemment, quand Puis moi, je pense que... Puis moi, je pense que ce qui va faire la différence dans ces 3 équipes-là, ça va être la défense. Je pense que ça va être la défense parce que je pense dans les 3 équipes sont capables d'avancer le ballon, mais là, ça va être à la défense de savoir qui va être capable d'arrêter qui. Puis aussi dans le special team, on l'a vu, special team peut faire la différence. Kick-off return ou un block field goal, tout ça peut jouer. Tu sais, 24-22, 3 points, tu réussis un field goal, boum, la game change. Ça va être intéressant de voir ça, mais je pense vraiment que la défense puis special team de ces 3 équipes, c'est ça qui va faire la différence pour voir qui va être les top dogs de la Ligue là, cette année en Division 1. Absolument. Bon, mais ça va être à suivre. D'ailleurs, comme on le dit, on va être là chaque semaine pour en parler avec Chris. On va voir comment ça va évoluer. On avait un 2e match. Et ça, ce 2e match-là, il s'adonne que toi et moi, on est allés le voir sur place. C'était le début de la saison en Division 2, les lauréats de Saint-Hyacinthe qui affrontaient les Nomades de Montmorency. C'est intéressant parce que les deux équipes ne s'étaient pas affrontées l'année passée à cause de la COVID. C'était 2 divisions différentes. Donc, c'était intéressant de voir une confrontation entre une équipe finaliste du Bol d'Or et une équipe qui avait fini numéro 1 de sa section l'année passée, qui avait perdu par 1 point en quart de finale. Donc, Saint-Hyacinthe, c'est une belle équipe. Qu'est-ce que tu as pensé? Oui. Déjà, de 1, le match d'ouverture, belle ambiance. C'était vraiment beau. Ça finit avec de la pluie à la fin, mais c'est juste au dernier jeu. C'était parfait, mais sinon, un très, 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 très bon match d'ouverture. Saint-Hyacinthe sont arrivés dès la première drive, autant d'offense qu'en défense, avec de l'énergie. Momo, c'est sûr qu'il y a un départ un peu plus slow, mais ils sont rattrapés. Quand tu as l'MVP dans ton équipe, je pense que ça aide beaucoup. Charland, le carrière de Montmorency, je pense que il a commencé. C'est sûr que c'est avec les receveurs, la connexion en début de match, c'est sûr que c'est un peu plus difficile, mais à la fin de match, ça s'est super bien terminé. Surtout le dernier drive du first half, qui est terminé avec un touché. Je pense que c'est ça
que set le momentum pour le reste de la game. Puis à partir de là, Momo, ils ont laissé le pied sur l'accélérateur, comme on dit. Non, absolument. Puis d'ailleurs, tu parles de ce toucher-là. Puis vraiment, j'ai adoré la manœuvre de Victor Charland là-dessus. Il se dérobe à gauche, puis il a l'air de chercher un receveur loin dans la zone début. En passant, ils sont peut-être à quoi? En ligne de même pas 5. Là. Et tout ça, j'ai pas de il tasse le ballon. Je n'ai pas la traduction exacte, mais il tasse le ballon à David Adelouzi, une recrue qui, d'ailleurs, c'était son deuxième touché du match. Et puis, non, super jeu. J'ai trouvé ça extrêmement intelligent comment c'était fait. Vraiment un bon déploiement, s'assurer qu'Adelouzi est tout seul et que lui était assez réveillé pour s'assurer de se placer dans une position où il n'y avait aucun défenseur autour. Fait que, non, c'était vraiment c'était bien fait. Puis je pense que tu l'as dit, le match pour Saint-Hyacinthe a très bien parti. Je trouvais que leur ligne défensive était tellement solide. Montmorency va avoir de la misère parce qu'ils sont intenses, sont actifs. Et ils ont trouvé... En fait, c'est que Victor Charland est redevenu Victor Charland. Au début, tu l'as dit, hein, il y avait des passes échappées ici et là. On dirait qu'on n'avait pas cette cohésion-là, puis c'est ça le début de saison. Ils ont retrouvé cette cohésion-là plus tard. C'est la défensive de Montmorency qui a été impressionnante à partir de ça. Charlie Roux a fait une excellente game plan, vraiment excellent. Les ajustements qui ont été faits aussi durant le match ont été parfaits. Les revirements aussi qui ont causé, je pense qu'on a eu trois revirements durant le match. Puis je pense que c'était des revirements quand même interceptions dans la zone début. Dans la zone début. Puis la première interception, justement, c'est ça qui a fait aussi, justement, je pense que c'est ça qui a rendu Saint-Hyacinthe froid. Parce que je pense que c'était un 9-0 ou 7-0. C'était 9-0. Là-dessus, ils prennent les devants 16-0. À la place, ça tourne de bord grâce à cette interception-là, excuse-moi. Non, ça c'était excellent. C'est Saint-Cyr qui a fait l'interception, celle-là. Puis d'ailleurs, Saint-Cyr, il voulait sûrement se reprendre parce que sur le premier long jeu du match, c'est Saint-Cyr qui se fait battre par Nelson Volel, puis qui amène Saint-Hyacinthe à la porte des buts. Fait que, regarde, c'était intéressant de voir que c'est Saint-Cyr qui est allé se reprendre le demi de coin. Bang, ça va faire cette grosse interception-là. Mais ça, c'est parfait. C'est la meilleure façon de se reprendre en tant que joueur. Tu te fais battre, peu importe un jeu où, en tant que receveur, tu échappes un ballon. It's always next play. Saint-Cyr l'a montré. Prochain jeu, il a fait une interception, ce qui a causé, de toute façon, le momentum a shifté du côté de Montmorency. Puis après, par la suite, la game a été égale 9-9. Je pense que la défense, pour de vrai, big ups pour la défense, vraiment très, très intéressant. Vincent Poirier aussi, le linebacker, qui est une recrue aussi, qui a très, très, très bien joué. Je pense que tu as apporté beaucoup d'intensité, mais overall, la défense de Montmorency, très, très, très intéressant. Puis j'ai hâte de le voir le prochain match là, contre les autres équipes. Mais offensivement, je pense qu'ils ont trouvé leur beat. So, d'ici la prochaine game, je pense que ça devrait être barbecue chicken, comme je dis. Il ne devrait pas avoir de problème avec le MVP Charland, avec toutes les weapons qu'il y a, les receveurs, les running backs. Je pense qu'il y a eu un bon jeu de course, si j'ai aimé. C'était quand même assez balancé comme offense. Il y avait des passes, il y avait des jeux de course. Les running backs ont super bien joué, les receveurs aussi. So, je pense qu'offensivement, défensivement, Montmorency, they're looking good. Mais Saint-Hyacinthe aussi, malgré la défaite, je pense que leur début de game, je pense qu'ils ont pu démontrer que c'est une équipe qui est capable quand même de compétitionner. C'est juste que la fin de game, c'est juste que à guess moment, ils étaient mieux préparés, je pense, à la deuxième mi-temps. Mais je pense que Saint-Hyacinthe, ça va être quand même une équipe qui va être intéressante à regarder cette année-là. Ah oui, puis tu sais, c'est leur premier match, eux autres aussi, c'était intéressant. Vincent Paquette, le receveur de passe, 2 fois, le ballon, il est en pleine course, le ballon, il passe entre les mains ou au bout des doigts. C'est question de centimètres d'avoir 2 méga jeux qui sont probablement même des touchés. Tu n'étais pas grand-chose. Fait que oui, Saint-Hyacinthe, c'est une belle équipe. Je pense que Montmorency a montré qu'ils sont peut-être une petite, mais ça, c'est dans ce match-là, ont été une petite coche supérieure, effectivement. Ils vont être beaux à voir parce que tu as parlé de Vincent Poirier, il y a Oreb Nucho-Gouin, il y a des jeunes là-dedans parce que c'est ça, cette défensive-là, c'est extrêmement jeune. Voir c'est des joueurs actifs, intenses, même s'ils sont jeunes, ils arrivent là puis ils ont une mentalité comme je m'en viens comme quand j'étais en secondaire 5, la même mentalité de j'ai confiance en moi, je fais mes affaires. Ils ne semblaient pas du tout intimidés sur le terrain, cette équipe-là, c'est des athlètes. Non, c'est une belle défensive. Puis sachant qu'ils vont être là 2 puis 3 ans ensemble, c'est wow. Ça fait peur pour les autres équipes, mais sinon, pour de vrai, la défense, big ups à eux. L'énergie qu'ils ont apportée là, vraiment à la deuxième demi, ça a été vraiment... c'était pour avoir du beau football de Division 2. So, ouais.
On a hâte de voir, j'ai hâte de voir la suite de la saison. Là. Absolument. Puis d'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas tout vu ça, Chris, tu étais là, mais tu étais là avec ta caméra. Fait que ça va être. On vous montre ça à l'instant, le montage de Chris présent sur place aux abords du terrain. Le gros match en D1, parce qu'il n'y a pas énormément de gros matchs en D1. Moi, je pense que ça va être Grasset puis Vanier. Mm-hmm. Le match le plus intéressant, une bataille pour la 4e place, à mon avis, cette année. Puis il y a peut-être Vieux-Montréal à Garneau. Ça va être intéressant de voir si Garneau, qui a perdu 54-0, qui a gagné 28-0, est-ce que l'équipe de Garneau va se présenter contre Vieux-Montréal? Je pense que les Vieux-Montréal sont fortement favoris pour ce match-là, mais ça reste que Garneau va devoir quand même show up. Puis, mais moi, je pense que dans des situations comme ça, en tant qu'entraîneur, je pense que c'est bien de se donner des objectifs en tant qu'équipe. La victoire, oui, la victoire, tout le monde peut gagner, mais après, si on set des objectifs en tant qu'équipe, ça peut nous aider aussi à nous améliorer semaine après semaine. On va voir aussi Garneau, ça va être quoi leur réponse là, contre le Vieux-Montréal. Ah, puis c'est une bonne équipe défensive. Fait que ça va être intéressant. Puis si je reviens sur Vanier contre André Grasset, ça va être à Vanier. J'ai très hâte de voir Esteban Bedoya prendre de plus en plus de
de confiance, puis surtout comment il est capable de connecter avec ses receveurs à Grasset. Ça va être une clé pour eux d'être capable d'avancer comme ça. Vanier, je trouve encore... je les trouve... ils ont joué un bon match contre Lionel Groulx, mais j'ai encore besoin de savoir. Ils ont joué donc, c'est ça, Vanier, ils ont besoin de nous prouver quelque chose. Yep. Ils ont je pense qu'ils vont l'opportunité de le faire. Le numéro 10, là, des 2 premiers matchs. Fait qu'eux autres sont où, fait que j'ai hâte d'avoir. Mais tu sais, on va, comme tu as dit, on va l'opportunité de nous montrer de quoi c'est qui réellement Vanier contre, réellement. Tu sais, ils vont pouvoir nous montrer leur identité, même si on joue contre le Vieux-Montréal, c'était quand même une bonne game. Là, Lionel Groulx, c'est sûr que, tu sais, le niveau, I guess, Vanier était fortement favori pour ce match-là, mais là, contre Grasset, je pense que ça va être une game quand même assez, les deux équipes, je pense qu'ils sont quand même assez similaires. Ça va être intéressant de voir comment les deux équipes vont jouer. Puis je pense que ça va déterminer, comme tu as dit, qui va terminer 4e, parce que les top teams, comme on a dit, pour le moment, Limoilou, Vieux-Montréal et Lennoxville. La 4e place, je pense que ça va se battre entre Vanier et Grasset. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Des deux, le match à surveiller pour moi, d'après moi, c'est Montmorency contre Édouard Montpetit. Édouard Montpetit n'a pas pu jouer son premier match la semaine passée contre Outaouais. Il était en route dans l'autobus, puis pour se faire dire, il y a des orages, le match est annulé, fait que tourne de bord, revient à la maison. Mais Édouard Montpetit va être une grosse équipe cette année, d'après moi, en D2. Ça va être vraiment un gros choc, Montmorency-Édouard. J'aurais aimé ça qu'Édouard se teste une première semaine, que ça va avoir des ajustements. Là, eux, ça va être leur premier match. Mais Émile Barthélemy, le DB à Édouard Montpetit, là, il va avoir des choses à montrer parce que devant Olivier Cool, Zachary Long et compagnie, il va avoir quelque chose, mais eux aussi, je te dis, ils vont avoir de la grosse compétition. Leur porteur de ballon, Benjamin Viau aussi, qui est une grosse machine, fait que ça va être intéressant, je pense. Yes. Alors, on se dit la Game of the Week. Bon, on n'a pas parlé de Division 3 encore. Division 3, exact. Division 3, regarde la Division 3, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir, Huntsic a bien joué, a battu la Naudière 32-14 la semaine passée. Victoriaville a démoli Shawinigan 66-1. Ça veut dire quoi? Fait que Huntsic contre Victoriaville, moi, je pense qu'on a un beau match. Puis d'ailleurs, les deux équipes, chez Huntsic, ça faisait partie de leur match qui avait un X dessus là, contre Victo. Fait que je pense que ça va être, en D3, ça va être le match à suivre absolument. Good. Et en Détroit, c'est sûr qu'au niveau nord-est, parce qu'il y a 2 sections, là, au niveau nord-est, la Pocatière et Rimouski semblent vraiment dans le bas du peloton. Tu sais, ils sont 5 équipes. Là. Fait que là, tu as Rimouski, la Pocatière qui ont vraiment, en tout cas, qui ont beaucoup de difficultés à date. Beauce-Appalaches puis Jonquière qui sont en haut. Puis là, Chicoutimi, qu'on ne sait pas à quel point est-ce qu'ils sont dans le milieu ou ils sont capables d'être aussi forts que Jonquière, Beauce-Appalaches. Là, on a Beauce-Appalaches qui va être à Chicoutimi. Fait que peut-être un œil à garder là-dessus au cas où, voir si Chicoutimi est capable de défendre contre la machine à démolition que peut être Beauce-Appalaches. Mais je pense que d'ici les 3, 4e semaines de l'ensemble, je pense que là, on va savoir c'est qui vraiment les top teams de Division 3. On a peut-être déjà une petite idée, mais je pense qu'après la semaine 3-4, là, on aura vraiment une idée, ça va être qui les top 2 teams de chaque section et tout. Ça va être intéressant à regarder ça aussi. Exact. Fait que je pense que on regardera, là, mais nos 2 parties risquent d'être ressemblées à Huntsic Victo et Montmorency contre Édouard Montpetit. Mais regarde, on vous reviendra la semaine prochaine de toute façon avec des bonnes images puis avec des belles discussions pour analyser tout ça ensemble. Yes, sir. Pour terminer, je voulais juste te remercier beaucoup, Philippe, Bulletin sportif. Dans le fond, j'ai discuté, juste une petite parenthèse comme ça, discuté avec beaucoup de jeunes joueurs de football, puis ils sont vraiment, vraiment contents du projet, dans le fond, le podcast, qu'on peut justement mettre les jeunes, donner une visibilité aux jeunes, montrer de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont fait, discuter un peu, échanger tout. Juste te dire, de la part de tous les jeunes, on te remercie beaucoup pour le beau travail que tu fais depuis des années, par exemple. Les gens, peut-être qu'ils ne connaissent pas que c'est juste le podcast, mais depuis des années, tu travailles là-dessus avec ton bulletin sportif. Shout-out à toi, puis un grand merci de la part des jeunes et de moi. Right. Je vais te retourner les merci parce que tes images, je sais que les jeunes, ils trippent à se voir jouer, à voir des highlights. Le fait que tu sois là pour donner d'autres angles à ça, regarde, ça rajoute beaucoup. Fait que non, regarde, je pense que c'est un bon travail d'équipe qu'on fait là-dessus ensemble. Fait que shout-out à toi aussi pour reprendre ton expression. Écoute, merci encore. Puis on se revoit la semaine prochaine. On fait le tour encore du collégial. Puis on va toujours être là. Puis les gens, surveillez Chris avec son aigle Ocho Productions et là, il se promène sur les terrains. Gênez-vous pas, allez lui dire un petit bonjour. Merci, Chris. Yes, sir!
Alors, pour terminer, en fait, je ne veux pas terminer tout de suite. Pour continuer l'émission, le podcast numéro 3 cette semaine, je vous convie immédiatement à l'entrevue de la semaine, l'entrevue avec Émilie Lucier. Émilie Lucier, joueuse de hockey des Highlanders de John Abbott, qui viennent d'ailleurs d'amorcer leur saison. Cette semaine, on en parle. Merci. Bienvenue à l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on est avec Émilie Lucier, joueuse de hockey des Highlanders de John Abbott. Émilie, vous avez commencé votre saison de hockey collégial, championne en titre l'année passée. D'abord, bienvenue et merci d'avoir accepté. Comment ça va? Ça va bien. On a commencé avec 2 victoires, c'est ce qu'on voulait. C'est sûr, on a une équipe jeune comparée à l'année passée, le temps d'adaptation, puis tout. C'est sûr que c'est les 2 matchs en fin de semaine, c'était plus pour leur donner de la confiance, de l'adaptation, leur permettre de voir les niveaux et tout. Mais en sortir avec 2 victoires, on ne demandera pas mieux. C'est intéressant. On aura l'occasion d'en reparler justement de cette année, comment tu entrevois ça. Pour les gens qui ne suivent pas nécessairement le hockey collégial, il faut savoir que oui, vous avez été championne l'année passée, mais toi, tu étais recrue. Et en tant que recrue, tu as quand même trouvé le moyen de te démarquer haut la main avec des performances assez impressionnantes. Là. 29 buts en 26 matchs pendant la saison, 8 buts en 5 matchs dans les éliminatoires. L'année passée, grosse saison, comme je te dis, ça aussi, on en reviendra. D'où, quand est-ce que tu as commencé à jouer au hockey? De quelle façon? Le sport, est-ce que ça a toujours été là? Bref, raconte-nous un petit peu ton parcours. C'est sûr que ma famille, c'est une famille très sportive. Ma mère, elle jouait à softball, au soccer, au hockey. Fait que j'ai été élevée dans le sport. Puis mon frère, il est un peu plus vieux, puis il jouait toujours au hockey. Fait que j'étais toujours en train de le regarder, puis tout. Ma mère, aussitôt que je me suis mis à courir, elle m'a mis des patins à pied, puis c'est à ce moment-là que je m'amusais autant avec mon frère. Au début, c'était plus pour le fun dans la rue. L'hiver, on faisait une petite patinoire. Puis une année, je me suis dit, je veux jouer moi aussi. Fait que ma mère, elle m'a inscrit au hockey. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours aimé ça. Puis tu avais quel âge, ça, quand tu as commencé, quand tu as été inscrite pour la première fois? Environ 5 ans, 6 ans. OK, quand même. Ouais. Puis au début, comme bien des filles, vous jouez avec les gars. Puis à partir de quand tu as arrêté de jouer avec les gars, puis c'est devenu une affaire de hockey de filles entre girls, là, puis tu sais, c'est plus juste une affaire, je monte de tel niveau, puis bref, quand est-ce que tu as arrêté de jouer avec les gars, puis que c'est devenu moi, ça a été un peu long avant de faire la transition. Je n'étais pas trop sûre. J'aimais bien ça. Tu sais, je jouais à Sainte-Martine, c'est pas trop une grosse ville. Toujours avec tes amis. Fait que j'aimais bien ça avec les gars. Puis une année, je suis tombée j'avais fait PV 2A avec les gars grenadiers. Puis là, ma mère a dit, ben là, Bantam, c'est plus la même shape, les filles puis les gars. Puis là, moi, j'étais comme, non, je veux le faire. Fait que je m'avais essayé Bantam 3A. Puis quand j'ai été coupée, ma mère a dit, ben, la seule opportunité qui s'offre à toi, ben, c'est avec les filles à Montréal. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis joint aux filles. Puis, est-ce que l'été, tu faisais d'autres sports? Faisais-tu des camps de hockey? Qu'est-ce que tu faisais l'été? L'été, je suis très occupée l'été. Je faisais soccer, baseball, puis je faisais des camps de hockey aussi. Fait que mon été, c'était vraiment, je la passais dehors. OK, c'est bien. Puis, fait que tu as toujours fait plein de sports, tu t'es gardé en forme, puis naturellement, à force de faire du sport, évidemment, tu développes un paquet de skills. Est-ce que, parce que là, tu jouais quand même, tu te dis, je jouais Pee-Wee 2A, tu sais, c'était pas du Pee-Wee C non plus, là, tu jouais Pee-Wee 2A, tu as fait un camp de Bantam 3A, tu aurais pu décider de jouer au hockey Bantam à des niveaux plus bas. Pourquoi après si le Bantam 3A ne te gardait pas, pourquoi l'option était le hockey féminin? Pourquoi tu n'es pas descendu jouer avec les gars encore, mais à d'autres niveaux plus bas? Ouais, ben, c'est sûr que là, à ce moment-là, rendu Pee-Wee Bantam, ma mère a dit tu choisis un sport. OK. Fait que, tu sais, quand t'es Bantam 2A, t'as peut-être une pratique, puis 2 matchs ou un match par semaine. Puis je savais que, tu sais, Bantam 3 avec les gars, c'était toute la semaine. C'était chargé comme travail. Puis je me suis dit, ben, s'il faut que je choisisse un sport, ben moi, je veux un sport qui va se faire toute la semaine. Je vais pouvoir me développer. Puis, tu
tant qu'à mettre mon énergie sur un sport, je vais la mettre comme il faut. Fait que ma mère a fait des recherches un peu sur Internet. Puis elle a vu que la Ligue des filles, ben c'était ça. C'était 2-3 pratiques par semaine, puis 2 fins de semaine. Puis tu avais des hors-glace. Fait que je trouvais ça bien. Fait que je me suis dit, on va l'essayer. Puis, est-ce que dès ton arrivée là-bas, étais-tu une bonne marqueuse déjà? Est-ce que tu sais, rapidement, tu étais dans l'élite? Puis, je comprends, là, je veux pas non plus te faire t'auto-vanter. C'est juste pour expliquer au monde d'où tu viens et dans quel contexte ça s'est passé. Parce que tu as quand même, oui, un talent, clairement, là, si tu arrives à marquer autant de buts, mais j'essaie de voir, dans ton développement, ça a-tu tout le temps été? Tu étais une marqueuse de buts, même avec les gars? Comment c'était? Ça, c'est quand même une histoire très drôle. Au début, moi, j'étais une défenseuse. Fait que, tu sais, puis 8-3, j'étais défenseur. Puis, Bantam, quand j'étais allée avec les filles, mon intégration était un petit peu plus difficile parce que moi, je parlais que français, puis l'équipe, c'était que anglais. OK. Mais là, finalement, là, je m'ai fait ma place dans l'équipe, puis tout. Puis là, de manière, il y avait trop de blessés. Fait que j'ai été pris à la défense. Il y avait trop de blessés sur un match. Puis là, il y avait une place à l'attaque qui s'est offerte. Fait qu'ils m'ont dit on va t'essayer. Puis ce match-là, j'avais fait 3 buts. Fait qu'après tout le reste de l'année, j'ai toujours été à l'attaque. Puis depuis ce temps-là. T'as jamais joué un match en défense? Non. Puis, dans le fond, quand tu es bantam comme ça, tu as quel âge? 14 ans à peu près? 14-15 ans? Oh, ouais, 14-15. Ton développement après ça se fait avec encore cette équipe-là, puis après ça, tu t'es fait recruter par John Abbott ou c'est toi qui as décidé d'aller là puis tu t'es présenté? Dans le fond, ben là, il me restait 2 ans bantam, puis après, j'avais 3 ans midget. Puis après, dans mes années midget, on se faisait recruter collégial. C'est sûr que là, tu sais, il y avait beaucoup de cégeps qui me voulaient. Puis là, tu commences à communiquer, tu vas voir les cégeps, tu vois leur programme et tout et tout. Fait que là, après, j'ai décidé d'être à John Abbott. C'est un cégep anglais. Puis depuis, Noémie Marin, la coach, je la connaissais déjà au départ parce qu'elle a quand même fait mon développement midget puis bantam. Fait que, OK. j'avais vu l'évolution. L'évolution a été quand même pas pire. Fait que je vais continuer avec elle. Je pense que c'est un bon choix, effectivement, Noémie Marin. Je pense que c'est assez clair. Elle est assez reconnue comme étant une bonne coach, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Et là, bon, arrive ton début avec John Abbott. Comment s'est faite ton intégration là? Parce que l'année passée, si cette année, il y a beaucoup de recrues, c'est parce que l'année passée, il y avait des vétérans qui sont partis. Comment ça s'est passé ton intégration première année là-bas avec justement tous ces joueuses-là qui étaient là depuis un bout de temps? Ça a été tellement facile comme intégration. C'est sûr qu'il y a des joueuses que je connais tellement. Puis dans la ligue, j'étais quand même reconnue pour une fille qui est quand même assez énergique puis qui prend de la place. Fait que, quand je suis arrivée, je veux pas, t'es une recrue, là, t'es comme, faut que je prenne ma place, là. Je peux plus autant faire de niaiseries, mais finalement, les filles, ils ont très bien intégré. J'ai pu garder comme j'étais avant, puis tout le monde était content. Puis on n'était pas beaucoup, on était juste 3. Fait que, ils ne pouvaient pas tant nous mettre de côté. Ça a été facile. Excellent. Puis, ben, tu as eu la chance, c'est ça. Là, tu jouais avec des Senna Catrol. Il y a eu des très bonnes joueuses avec qui tu as été l'année passée. Mais l'année passée, c'était fou. Là, plus on regardait la saison avancée, on s'est dit, ben, y a-t-il une équipe capable de les accoter? Puis c'était ça toute l'année, parce qu'évidemment, je regardais des matchs ici et là, mais je n'étais pas nécessairement en train de regarder chacun de vos matchs, juste que veux pas, tu suis le classement, puis c'est assez évident. Là, les victoires sont assez écrasantes, puis sont nombreuses. Mais arrivent les éliminatoires. Je pense que vous étiez dispensé de la première ronde, fait que vous avez, à cause de ça, vous avez joué moins de matchs. Arrivent les éliminatoires, vous n'avez pas nécessairement écrasé les autres équipes. Est-ce qu'il y avait un stress? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez gagné, là, je ne dévoile rien, mais comment ça s'est vécu, ça, ces éliminatoires-là? Ben, c'est comme tu as dit, durant l'année, les victoires, on pouvait ne pas jouer à notre meilleur, puis on gagnait quand même. Puis je pense qu'en série, on ne s'en est pas aperçu. On s'est dit, ben, ça va être comme la saison, mais en série, toutes les équipes veulent performer encore plus. Fait que toutes les joueurs font plus les petits détails. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on aurait mieux s'améliorer. Nous, on était comme, c'est comme la saison. Puis oui, on a tout donné, mais je veux dire, on aurait pu être plus sharp sur les petits détails, puis on aurait gagné peut-être un peu plus. Mais
Lennoxville est arrivé très près pour la finale. Puis c'est à ce moment-là que nous, c'est le premier match, on l'a perdu. Puis on s'est dit, ils sont prêts. Ils sont venus à la guerre. Il faut y aller à la guerre parce que on va pas. C'est un 2 de 3, là. Fait que t'échappes le premier, on s'entend que t'as plus de marge de manœuvre. Non, c'est ça. Puis eux, après, c'était à la maison de Lennoxville. On s'est dit, c'est toujours le fun de gagner à la maison. Eux, ils sont prêts. Là. Nous, il faut arriver prêts parce qu'ils sont là, puis ils sont capables de nous battre, puis on le sait. Fait que, après, on a levé un peu notre niveau, puis ça a bien fini. Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un speech, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait le déclic où, bon, c'était juste toutes les filles que vous êtes regardées dans le blanc des yeux en disant, bon, OK, là, on passe à un autre niveau, mais est-ce qu'il y a une joueuse qui était la leader, là, qui amenait le monde et qui a fait comprendre, ou comment ça s'est passé un peu, ça? Ben, je pense qu'on avait quand même un bon groupe de leaders, puis, tu sais, ils nous l'ont fait comprendre qu'en série, il faut lever notre jeu parce que tout le monde est prêt, puis on avait perdu peut-être deux ou trois matchs, je me rappelle plus dans notre saison. Fait que elle a dit, ils viennent pour nous. Fait qu'on n'a pas le choix de lever notre crap et être prêt parce que on y arrivera pas jusqu'à la fin. Puis là, vous êtes allé gagner un match 3-1 là-bas. Puis le dernier match finit quand même 3-2. Là. C'était très, très, très serré. Là. Oui, très serré. Puis je pense qu'il gagnait 1-0 au départ, mais je ne suis plus trop sûre quand ça s'est passé, mais très serré tout le long. 1-1, 2-2, 3-2. Ça a été une bonne compétition, surtout que l'aréna les billets étaient sold out. Fait que, il y avait autant de monde qui cheer pour les Lennoxville, autant qui étaient là pour nous, puis c'était très le fun à vivre comme expérience. Et là, arrive l'entre-saison. Ben, avant d'aller à l'entre-saison, il faut festoyer. Comment ça s'est festoyé, tout ça? Y a-tu un gros party organisé ou c'était juste à l'événement? Ou des affaires qui ne se racontent pas? Non, oui, on a fêté assez fort. Parce que, tu sais, veux pas, dans la saison, on peut pas. Fait que c'est sûr qu'on a gagné un dimanche, on avait de l'école le lendemain, mais c'est pas grave, ça. On a fêté assez fort, puis le lendemain, on est allé à l'école. Parfait, c'est correct. Et puis, c'est ça. Fait que là, fini l'école, finissez votre saison. Il y a l'entre-saison qui arrive. Là, il y a des joueurs qui partent. Quel impact ça a sur toi dans le sens où, est-ce que tu avais une fille là-dedans de qui t'était très proche, que tu dis, bon, ben, elle est partie, et toi, ton rôle dans l'équipe, parce que je vais juste reprendre ce que tu disais tantôt, les vétérans nous ont dit, hey, les filles, c'est comme ça. Donc, tu faisais partie de celles qui écoutaient les leaders, tu sais. Comment tu perçois ça ou tu as perçu ça pendant l'entre-saison, le fait de perdre ces joueuses-là autour de toi puis changer peut-être ton rôle à toi? C'est sûr que moi, j'ai trouvé un petit peu plus dur parce que je perdais toutes mes amies. Dans le fond, toutes mes amies, c'était des vétérans. Puis tous ceux qui arrivaient, j'en connaissais pas une. Fait tu sais, j'étais comme, ben là, tu sais, comment ça va se passer? Comment eux vont me trouver? Comment je vais pouvoir démontrer, tu sais, parce qu'ils sont comme 12 recrues qu'on a. C'est difficile. Parfois, on est 5, 6 vétérans. Puis là, il faut essayer de se faire écouter par 12 recrues. C'est pas toujours facile. Fait que là, tu parles avec ceux qui s'en vont, là, ils te donnent un peu de trucs, puis, j'avais des bonnes line mates, ça marchait toujours. Même quand ça marchait pas, ça marchait. Puis là, cette année, il faut que je donne du temps parce qu'il faut trouver quelqu'un d'autre, il faut refaire les lignes, c'est du temps donné, mais on a bien débuté, puis en ce moment, les recrues sont sur la coche, ils nous écoutent. Ça a-tu pris du temps, justement, dans les entraînements avant de trouver qui va cliquer avec toi ou ça s'est bien fait? Ben, c'est sûr que moi, j'ai manqué un bout de notre camp d'entraînement parce que j'étais partie le camp de sélection de Team Canada. Oui, oui. J'ai manqué environ une semaine et demie. C'est sûr que quand tu arrives, c'est encore plus difficile parce que déjà qu'ils ne me connaissent pas, tu arrives en retard, tu manques les camps. Ça vient d'été, mais là, on a trouvé 2 personnes qui font quand même bien avec moi. La première game contre Dawson, il y avait Jade. Elle vient de France. Puis, ça fonctionnait très, très bien. Puis, contre Saint-Laurent, Noémie, elle a essayé les 2 filles de France, Jade et Manon, avec moi. Puis, ça a super bien été
Écoute, c'est comme si je jouais l'année passée. Là. Ah, ben excellent. Fait que la French Connection qui Ouais. qui va se taper à Johnny Abbott. Hey, tu glisses un mot sur le camp de sélection Team Canada. Raconte cette expérience-là, parce que là, évidemment, on n'est plus dans le sport étudiant comme tel, mais c'est comment de vivre ça, que tu arrives là, veux pas, tu sais, je pense, c'était ta première expérience avec Équipe Canada d'abord? Non. Non, OK. Connaissais-tu les filles? Connaissais-tu l'environnement dans lequel tu allais évoluer? Ou raconte un peu. Je connaissais un peu l'environnement. Je connaissais quelques filles, mais pas beaucoup. Parce que la saison que j'ai faite, les 18 mondiaux, plusieurs filles ont lâché le hockey ou sont pas revenues ou sont juste parties. Puis, mais je connaissais un peu de filles. C'est sûr que j'étais très jeune. Parce que là, il y avait mixé développement puis le national team ensemble. Fait c'est sûr que l'environnement était différent. Dans mon équipe, par exemple, dans la chambre de hockey à côté de moi, ben, c'était Marc-Philippe Poulin. Fait que, des fois, t'es là, tu le regardes, t'es quand même un peu... tu le regardes, puis t'es comme... c'était mon idole, là. Je suis en train de... Tu vas jouer avec, là. Je vais jouer un match dans son équipe. Fait que c'était vraiment le fun. Il y a beaucoup d'expériences que j'ai acquis là. C'est sûr que pas avoir fait l'équipe de développement, ça a été un peu dur, mais comme quand je suis revenue ici, comme Noémie m'a dit, t'es encore jeune, il te reste encore beaucoup d'années pour y aller. C'était pour l'expérience. Ben, c'est parfait. Puis là, justement, tu es là, puis tu t'en vas jouer, puis à côté de toi, tu as Marie-Philippe Poulin, puis et bien d'autres, puis tu as peut-être tiré une coupe de rondelles sur Anne-Renée Desbiens, puis qu'est-ce qu'on retire de ça? Je ne sais pas si Marie-Philippe Poulin a pris le temps de te parler un peu ou quoi, mais qu'est-ce que tu retirais de les côtoyer au-delà du premier contact qui fait que, wow, je suis à côté de très grandes vedettes, là, qui est probablement la meilleure joueuse au monde, puis c'est ton idole. Mais toi, tu reviens à John Abbott ou tu reviens chez vous, tout simplement, puis au-delà d'avoir été à côté de ces personnes-là, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, comme personne puis comme joueuse? C'est sûr qu'on a été 12 jours avec eux, fait qu'on leur parle, tu sais, veux pas, parfois, Marc-Philippe Poulin me parlait et tout. Puis tu vois, pour eux, c'est comme leur mode de vie. Si tu vois leur mode de vie, tu vois un peu c'est quoi qu'il faut pour se rendre à ce niveau-là. Puis c'est comme Marc-Philippe Poulin me disait, elle dit, tu sais, tu vas partir d'ici, là, puis tout ce que tu vas avoir appris ici, tu vas pouvoir le ramener à John Abbott. Puis je trouvais ça le fun quand même parce que qu'est-ce que tu apprends, c'est aussi, tu peux aussi le démontrer. Tu peux pas juste le dire, tu sais, comme eux, ils ont des trucs à faire et tout, comme des push-ups si tu manques le but, mettons. Puis tout, fait que, tu sais, il était toujours là, puis il était comme, ah, t'as-tu oublié tes push-ups? Il t'aidait autant sur la glace qu'hors glace. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Il nous prenait pas, c'est pas parce qu'on était jeunes qu'il nous parlait pas. Il nous incluait tellement bien. Fait que c'est comme si on était juste une équipe. Ah, excellent, c'est le fun, ça. Fait que là, bon, tu n'as pas été prise dans l'équipe de développement. Quand ils ont pris cette décision-là, quand ils te l'ont annoncé, est-ce qu'ils te l'ont annoncé personnellement ou bien c'était un groupe, vous autres, vous êtes dans l'équipe, les autres, ben tant pis, merci beaucoup, puis à plus tard. Est-ce que tu as eu une conversation, des choses à améliorer, des choses à travailler? C'est sûr que ils vont pas nous dire qu'est-ce qu'on a amélioré ou à travailler quand ils nous coupent parce que tu veux pas, quand t'es pas pris, tu veux pas écouter le reste. Là, t'entends la déception, tu veux partir. Mais non, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le matin, on descendait tout en bas, toutes nos valises, nos poches, puis tout. Puis un par un, on se faisait rencontrer. Puis t'avais pas de contact avec personne. Fait que ça, c'est quand même le fun. Il y a personne qui va faire l'équipe puis tu vas être en contact avec. Mais ils te rencontrent un par un puis ils disent si t'es pris ou non. Puis un peu plus tard, on reçoit par email nos points à améliorer puis nos points qu'on a bien fait. Puis c'est ça, parce que s'ils nous disent sur le moment, t'écoutes plus. Quand ils disent t'es pas pris, t'écoutes pas. Là. Fait que là, dans le fond, au moins, tu as reçu ça par email. Fait que non seulement tu n'as pas eu à l'écouter, mais en plus, tu peux le revoir ton email si jamais tu ne te rappelles pas de ce qu'ils t'ont dit. Ouais, c'est ça. Et là, ben écoute, fait que là, tu reviens, tu dis, tu arrives en retard, plus tard que les autres au camp, tu as pu te trouver tes coéquipières, en fait, tes compagnonnes de ligne. Mais toi, maintenant, justement, avec ce bagage d'expérience de championnat-là, de côtoyer les plus grandes joueuses au Canada,
est-ce que tu sais, comment tu as changé ton mindset, si tu veux, dans le sens où comment prendre l'équipe, où tu dis, ben, je reste la même personne, c'est juste que maintenant j'ai cette expérience-là, fait que ma façon d'être, elle change toute seule, ou si tu t'es dit, non, maintenant je dois prendre la parole, maintenant je dois m'assurer que je fais ci comme ça. Comment toi, ça t'impacte? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de conférences pour nous expliquer comment changer notre façon avec notre équipe. Puis surtout que, tu sais, j'étais dans la même équipe que Philippe Poulin, c'est une excellente leader. Fait que tu veux pas, tu regardes qu'est-ce qu'elle fait, puis tu en apprends un peu. Fait que quand tu reviens ici, ben, j'ai essayé de changer un peu. Parce que veux pas, quand je suis revenue ici, les joueurs, ils ont beaucoup d'attentes sur toi, c'est amplement normal. Les coachs aussi, tu sais, il faut que tu montres l'exemple. L'année passée, c'est mon point à améliorer. Quand ça va pas bien, ça va pas bien. Puis je parle juste à personne. Fait que je suis sur le banc, puis je suis dans ma bulle. Mais cette année, le premier match, ben, ça a été arrivé, ça allait pas bien. Fait que j'ai fait ça. Mais tous les joueurs se sont mis à reculer. Puis comme ils avaient peur de moi, juste parce que je parlais pas. Fait que là, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé, je pouvais plus faire ça. C'est même si ça va pas bien, il faut que je les encourage, il faut que je sois là, parce que sinon, ils ont peur de moi, puis là, l'équipe, elle fonctionne plus. Ah, c'est ça, c'est la différence. Tandis que les vétérans, eux autres qui regardaient la recrue qu'elle peut bien bougonner, là, on va aller dire de ne pas arrêter de bougonner, mais tu ne les impressionnes pas, tandis que là, c'est différent. C'est ça. Ben, surtout que les vétérans qui m'aidaient, ils savaient que c'était mon pas amélioré, fait qu'ils étaient comme ça, puis ils étaient genre, hey, lâche pas, là, ils n'osent pas s'approcher. C'est correct, regarde, de toute façon, tu l'as dit toi-même, tu es encore jeune, tu as quoi, 18 ans? 19. 19, bon, regarde, Ouais. il y a encore. il y a encore du temps. Je peux te le dire. Les deux. Mais là, évidemment, bon, la saison s'en vient, tu dis, oh, vous êtes beaucoup de recrues. Avez-vous quand même l'impression que le championnat, c'est encore ça l'objectif ou vous avez dosé un petit peu vos attentes? Comment vous regardez la saison qui s'en vient avec ça? Ben, c'est sûr qu'on veut y aller pour le back-to-back, même si on est une équipe jeune. On est travaillante, on aime ça, batailler et tout. Fait on peut y arriver si on écoute bien dans les pratiques et on met les petits détails en action. Le back-to-back, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Good. Puis, y a-tu, si les gens qui nous écoutent, là, ils veulent surveiller un nom au lieu, pas juste Émilie Lucier, mais quelqu'un qui s'en vient avec John Abbott, là, est-ce qu'il y a un ou deux noms de joueurs qui se disent OK, surveillez-les, eux autres, là, elles ont un bel avenir. C'est sûr que Jade Barbirati, qui provient de la France, elle est très rapide après. Elle aussi est capable de mettre une coupe de vie dans le mur. Good, excellent. On va la surveiller avec grande joie. Toi, bon, il te reste une autre année au Cégep ou tu choisis de finir cette année? Comment tu t'organises ton temps? Je termine cette année. Tu termines cette année? Oui. Vas-tu à l'université? Oui. Aux États-Unis ou ici? Non, j'ai décidé de rester au Canada. J'ai fait un committement verbal avec Concordia. OK, c'est déjà fait avec Concordia. Excellent, excellent. Fait on a un petit scoop pour ceux qui n'ont pas pu le savoir encore. Ben, excellent, félicitations pour ça. En quoi tu vas étudier? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore? As-tu des idées ou tu es vraiment encore. Vraiment pas. OK, good. Et puis, question, pourquoi tu es resté au Canada? Donc, je comprends que tu as choisi de rester au Canada. L'option d'aller aux États-Unis était là. Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers ici au lieu de là-bas? C'est sûr que au début, je m'en allais plus aux États-Unis parce qu'une personne qui commit aux États-Unis, c'est toujours gros. Tandis qu'une personne au Canada, c'est toujours OK, t'es allé au Canada, c'est correct. Mais après avoir pris du recul puis comparé, on voit que les équipes au Canada, ils compétitionnent contre les équipes aux États-Unis, puis le calibre, il est de même. Et ma famille était très importante, mais en ce moment, je suis en appartement à John Abbott, puis je remarque comme j'ai besoin d'être proche de ma famille, ça a toujours été quelque chose que j'avais besoin. Quand je faisais à Concordia, je reste au Canada proche, puis aussi, c'est des bonnes coachs, puis c'est un très bon calibre, fait que je voyais pas pourquoi partir si je pouvais avoir la même chose proche d'ici.
À quel point leur championnat de l'année passée a eu un impact sur ta décision? Mais avant qu'ils connaissent une saison extraordinaire comme ça, j'avais déjà fait mon communiqué verbal avec eux. C'est sûr que c'est le fun de voir une équipe où tu t'en vas qui puisse exceller comme ça. Je pense pas qu'ils auraient pu demander mieux. Tu sais, ils ont tout gagné. Fait que c'est le fun. Non, absolument. Puis toi, dans le fond, tu parlais avec qui? Est-ce que c'était plus avec Caroline Ouellette? Est-ce que c'était avec Julie Chou, les deux? Comment ça marche pour tes discussions que tu as eues avec Concordia? Ben moi, je parle avec les deux. Tu sais, ça va être les deux mes coachs. Fait que je parle avec les deux. C'est sûr que Julie, elle parle plus en anglais, puis Cara, elle parle plus en français. Fait que des fois, ils font la petite traduction de ce que je dis quand je veux parler et tout. Fait que, ouais, je parle souvent avec les deux. Est-ce qu'elles t'ont déjà. Est-ce que tu encadres déjà dans le sens où est-ce que tu as déjà des. Je sais pas, des plans d'entraînement ou des choses comme ça qui sont déjà reliés avec ce que Concordia fait ou ils te laissent finir tes affaires avec John Abbott puis tu viendras quand tu auras fini? Ouais, ils me laissent pas mal finir mes trucs, mais ils rentrent souvent en contact avec moi pour savoir, tu sais, est-ce que ça va et tout. Cet été aussi, ils m'ont invité quelques fois à leur pratique. Ils faisaient des pratiques à Concordia. Ils ont dit tu peux venir si tu veux, tu sais, tu t'en viens avec nous. Fait pourquoi pas. Fait que ça, c'est le fun aussi. Tu sais, ils me laissent finir, mais ils gardent toujours un petit contact, savoir si j'ai besoin de quelque chose ou pas. Fait que, je me sens vraiment comme prête à être acceptée là-bas. Là. Bon, excellent. Ben, écoute, cette année, as-tu des objectifs personnels au-delà des objectifs d'équipe de gagner? Est-ce que tu te fixes des objectifs personnels? Comment ça fonctionne par rapport à ça? C'est sûr que j'aimerais connaître une très bonne saison, peut-être meilleure que l'année passée. Tu sais, je veux finir mon parcours collégial en étant comme je l'ai commencé. Puis mon développement individuel, là, j'ai quelques trucs à travailler, zone défensive, des choses comme ça. C'est sûr que je veux travailler là-dessus. Tu sais, mon but, c'est de faire l'équipe de développement Team Canada un moment donné. Fait il faut que je travaille sur mes petits trucs. Si c'est pas collectivement, mais ce serait individuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne dans ce. Tu sais, pour t'améliorer, parce que oui, c'est bien beau aller sur la glace tout seul à un moment donné. Oui, tu peux patiner, oui, tu peux faire des choses, mais justement, développer tes éléments spécifiques que le Team Canada peut t'avoir donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide, qui justement regarde tes vidéos spécifiquement pour ça? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Ben, c'est sûr que Noémie, elle se connaît pas pire là-dedans. Fait que c'est sûr que si j'ai des questions, sa porte est toujours ouverte, je peux toujours aller la voir et tout. Et avant les pratiques, nous, dans le fond, on pratique de 4 à 5h30, puis il y a toujours un petit 30 minutes de libre avant les pratiques. Bien souvent, je suis la première à embarquer. L'année passée, c'est sûr qu'il y a une vétérane embarquée avant moi, mais là, je suis bien souvent. L'année passée, je travaillais souvent mes lancers. Tu sais. On dit que j'ai un lancer, mais c'est pas, je le travaille fort. Mais là, cette année, tu sais, Noémie, tu dis on peut pratiquer ça avant la pratique? Puis elle va dire ben oui, puis elle va embarquer avec nous. Tu sais, il y a plein d'opportunités. Les défenses, ils ont notre coach Vinny, comme on peut demander à n'importe qui, quelqu'un va embarquer avec nous, ils vont nous donner des drills, puis tout à faire, puis ça, c'est vraiment le fun. Good. Ben écoute, je suis vraiment content d'avoir pu jaser un petit peu, une petite demi-heure avec toi. C'est vraiment super apprécié. On va te suivre. Puis je suis doublement content de savoir que l'année prochaine, on va continuer de te suivre avec Concordia. Puis que tu as eu la chance de jouer avec cette gang-là que j'ai adoré suivre l'année passée. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas adoré les autres équipes aussi. C'est du beau hockey. Je trouve ça cool. Puis je trouve que le hockey féminin commence à avoir un petit peu sa place tranquillement, au moins du moins dans les médias, un petit peu, il en parle. C'est pas. Tant qu'on n'aura pas une ligue où est-ce qu'on va présenter les matchs, chacun des matchs, on ne parlera pas d'égalité, mais je veux dire, il y a quand même une ouverture qui se fait qu'on sent, fait que je suis content de voir qu'on peut le voir et qu'on peut le promouvoir, puis que tu fasses partie de ce groupe de filles-là qui vont continuer le travail qui est déjà fait. Ouais, j'ai hâte. Excellent. Je te remercie encore. Bonne saison, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Merci. Merci, salut. Bye. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié comme moi l'entrevue avec Émilie Lucier, une fille que vous allez assurément vouloir continuer à suivre longtemps. Vous saurez que vous en avez peut-être pour la première fois entendu parler à Bulletin Sportif, une fille qui a assurément un bel avenir au hockey féminin, qui va continuer, nous l'a annoncé
avec les Stingers de Concordia à partir de l'année prochaine. Et évidemment, on espère pour elle, on va se croiser les doigts pour qu'elle puisse avoir sa chance avec Équipe Canada. Assurément, un très haut talent. Maintenant, à voir si ce sera suffisant pour nous représenter un jour sur la scène internationale, mais assurément que le talent ne manque pas de son côté, puis les buts aussi, vous allez en voir amplement. D'ailleurs, si vous voulez la voir jouer en fin de semaine, 2 fois, les Highlanders jouent contre les Lynx d'Édouard Montpetit. Vous pouvez voir ces matchs-là sur la plateforme RSEQ.direct. D'ailleurs, tous les matchs de sport collégiaux ou presque, peu importe le sport, sont généralement diffusés sur cette plateforme-là. Donc, voilà, c'est un bel endroit pour aller voir des matchs quand vous ne pouvez pas vous déplacer. Parlant de matchs de sport collégial ou universitaire, bien évidemment, il y a un paquet de choses que je vous invite à voir. Choisissez votre sport, évidemment. Allez sur le site de RSEQ pour choisir. Mais il y en a quelques-uns que j'ai que je veux mettre en lumière pour vous. Évidemment, il y a les matchs dont on a parlé dans nos segments de football. Un paquet de matchs qui vont être à surveiller. Je pense que vous allez entendre parler du premier affrontement Rouge et Or Carabin ce samedi au centre Claude Robillard. Je souligne et je vous rappelle pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, le Sepsum cette année est en construction, en fait, des travaux de rénovation importants, majeurs, qui font en sorte que les équipes du Rouge et pas du Rouge et Or, excusez-moi, des Carabins doivent évoluer sur d'autres terrains. Et dans le cas du football, bien évidemment, comme je l'annonce, c'est au centre Claude Robillard que les matchs se jouent. Alors voilà, pour eux, que dire, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, d'en entendre parler, d'analyser les choses. Je vous laisse prendre pour qui vous voulez. Amusez-vous surtout dans le respect. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent match. Habituellement, c'est très serré. Pour cette fois-ci, encore une fois, d'autres matchs de foot, là, comme je vous dis, on en a parlé tantôt, mais il y a autre chose. Il y a le début de la saison de hockey collégial masculin. Le féminin commencé, mais le masculin commence. Je rappelle les champions l'année passée, les Griffons de l'Outaouais. Eux débutent leur saison face à Sorel-Tracy vendredi. Et il y a un match que je mets à que vous pourriez vouloir mettre à votre agenda, en fait. Dimanche, les Patriotes de Saint-Laurent sont à Lennoxville pour affronter les Cougars de Champlain-Lennoxville. Un match qui pourrait être très intéressant en début de saison. Soccer féminin aussi. Je porte à votre attention le match collégial entre Sainte-Foy et Huntsic. Évidemment, comme je vous l'ai mentionné, il y a un paquet d'autres matchs. Vous avez assurément vos équipes, les cégeps où vous êtes allés, les cégeps dans votre région, l'université où vous êtes allés ou celle dans votre région que vos enfants, vos cousins, peu importe, fréquentent. Prenez pour qui vous voulez, amusez-vous, regardez des matchs, puis le mieux, c'est encore de vous déplacer et d'aller sur place. Mais comme je vous dis, il y a un paquet d'événements qui sont disponibles en web diffusion RSEQ.direct ou sur la plateforme de RSEQ directement. Pour ce qui est d'universitaire, habituellement, vous avez les liens directement là. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de nous suivre, de nous écouter jusqu'au bout. Je vous l'avais dit, on a fait ça plus court cette semaine. Ça va être plus court comme ça chaque semaine. Donc, ce ne sera plus des shows de 2h15 et demie. Là. Autour d'1h30, on devrait pouvoir s'en tirer généralement. Et je pense que comme ça, vous allez avoir plus de temps pour en profiter. On va être plus concis, plus straight to the point. Et puis, on va espérer que vous allez apprécier. S'il vous plaît, donnez-nous vos commentaires, aidez-nous, mais partagez. Faire un like, c'est le fun, mais si vous saviez la valeur que ça a quand vous partagez ce qu'on fait, ce qu'on prépare, ça fait en sorte que ça aide à propager, ça amène d'autres gens à s'abonner et surtout s'intéresser à notre sport étudiant. Alors, encore une fois, merci. Je vous souhaite une excellente semaine de sport. À bientôt.